vieille garde est en train de changer, une nouvelle est en train d'émerger. Eldrick Tiger Woods, Gordon Sherry. Woods, 19 ans, champion amateur américain. Sherry, 21 ans, champion amateur de Grande-Bretagne. Woods, 1,88 m. Voici donc le nouveau prodige américain. Sherry, 2,03 m. Seulement la semaine précédente, il avait confirmé sa réputation dans l'Open écossais. En sortant du 17e trou, il s'était tourné vers son caddie et lui avait dit « Tu crois qu'ils vont me laisser devenir professionnel ici et maintenant ?» Pas étonnant. Il termina au 18 en 4e place ex aequo contre de très forts concurrents. En tant que professionnel, il aurait gagné environ 200 000 francs. En tant qu'amateur, il n'empocha bien sûr rien du tout. Woods, lui aussi, ne joue pour rien et envisage de continuer ses études universitaires pendant 2 ans. Mais il ne fait aucun doute qu'un avenir lucratif en golf professionnel lui est déjà assuré. Le golf sur les links fait partie de cette éducation. Woods explique que cela lui plaît, car il y a de nombreuses options, qu'il n'a pas besoin de prendre immédiatement un wedge à 60 degrés s'il manque le green, car il est possible de jouer chaque trou d'un grand nombre de façons différentes. Pour ses 2 premiers parcours, Sherry devait faire face à Tom Watson et Greg Norman, qui en auraient certainement impressionné bien d'autres. Eh bien, la confiance en soi du jeune Écossais était à la hauteur de sa taille. Il réussit son premier tour en 70 et dans le deuxième, les résultats furent les suivants. Watson 76, Norman 74 et Sherry 71. Sherry, débordant d'enthousiasme, explique le bonheur qu'il a eu de jouer avec le numéro 1 mondial. Un rêve devenu réalité, précise-t-il. Peu importe le score qu'il fera dans les 2 jours suivants, ce qui compte pour lui, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et il est content de lui. On verra bien ce qui arrivera, conclut-il. La croix de St Andrews témoigne de l'histoire. Le vent soufflait et allait continuer de le faire. La patience allait être nécessaire ce jour-là. Et la patience allait être récompensée à maintes reprises. Les balles allaient devoir être frappées dans le vent sur le hole course et Justin Leonard manqua de justesse un albatros. Sur le 17, Paul Azinger réussit un chip qui lui permet d'obtenir un des rares birdies de ce trou démoniaque. Azinger, qui avait perdu devant Nick Faldo à Muirfield en 1987, lorsque Faldo avait remporté son premier Open. Eh bien justement, qu'en est-il de Faldo en cette 2e journée après son décevant 74 du premier jour? Fanny Ferguson, son caddie, ou devrions-nous dire cadette pour les femmes, jouait bien son rôle en l'aidant à aligner ses putts avant de s'écarter comme le veut la règle. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Faldo donne bien l'air d'être le triple champion d'Open qu'il est. Sur le 17, il est un peu court et a un choix difficile, tenter le putt ou faire un chip. Il opte pour le putt et c'est la bonne décision. Faldo termine en 67, un score égalé par seulement 2 autres compétiteurs ce jour-là. Un autre homme apparaît, menaçant du passé de Faldo, John Cook, l'Américain, qu'il n'avait battu que d'1 point lorsqu'il remporta son 3e Open à Muirfield en 1992. Mais comme il le dit lui-même, Cook adore jouer au golf en Écosse. Il pense que c'est un mythe de croire que les Américains ne peuvent pas jouer sur ce genre de terrain. Ils n'ont pas l'habitude de jouer sur ce genre de terrain, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, conclut-il. Un autre putt monumental permet à Cook de rester dans la course. Se retrouvant à 50 sous après 2 tours. Cook n'est qu'à 1 point de son compatriote Brad Faxon. Et bien que Faxon ait terminé en 7e place à Thornbury l'année dernière, il n'est pas du même avis que Cook au sujet des links.
Pour lui, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination sur ces greens. Car aux États-Unis, il n'y a pas de 18e trou où il faut utiliser un wedge vers le bas ou faire un putt d'une quarantaine de mètres. Il faut jouer d'instinct. Par ailleurs, John Daly commence à s'habituer aux énormes double greens. Ici, un putt de rien de moins que d'une 60aine de mètres. John Daly explique que son putt sur le 12 a été le coup le plus dur de la journée. Il ajoute qu'il n'y a pas de putt d'une 60aine de mètres aux États-Unis. Le green numéro 5 est grand comme un terrain de football canadien. Belle métaphore, symptomatique des impressions américaines en Écosse. Daly pointe en 71 et se retrouve co-leader à la fin de la deuxième journée. En début de journée, on a eu l'impression que Ernie Els allait prendre le terrain d'assaut. Un birdie sur le deuxième et le troisième trou, puis sur le 13 et le 14, lui permirent de se retrouver en pole position. C'est un des joueurs les plus calmes qui soit, comme on a pu le voir lorsqu'il remporta l'Open des États-Unis en 1994. Mais ici, sur le Old Course, les choses commencèrent à changer, comme Ernie Els le dit lui-même. Il explique qu'il a peut-être essayé un peu trop vers la fin. Il pense qu'il a tenté de creuser un peu trop l'écart et qu'il a fait quelques bogeys. Cela fait peut-être partie de l'expérience que je dois acquérir, conclut-il. Eh bien, le jeune lion n'a que 26 ans, 13 ans de moins que l'Italien Costantino Rocca, qui arriva assez tard au top niveau. En fait, pendant 8 ans, il continua de travailler en usine tout en s'entraînant régulièrement. À un certain moment, pendant la deuxième journée, le jeu donna l'impression de s'immobiliser. Le vent violent et l'ancienne configuration du terrain s'allièrent pour faire durer certains tours pendant plus de 5h30. La plupart passaient à attendre. Peter Greenhalgh, président du comité organisateur, explique qu'il espérait pouvoir montrer au monde que le golf pouvait être joué à une vitesse relativement rapide. Mais malheureusement, la nature a pris le dessus et les organisateurs ne peuvent rien faire pour accélérer le jeu. Soudainement, on se retrouva plusieurs années en arrière. Isoa Aoki, probablement le plus connu des joueurs de golf japonais, débarque sur le terrain à toute allure, et il ne joue même pas. En effet, à l'âge de 52 ans, il est devenu commentateur pour la chaîne de télévision Asahi, et quelque chose de sensationnel est en train de se produire pour les Japonais. Katsuyoshi Tomori semble sur le point de terminer la deuxième journée en tête ex aequo. L'équivalent de l'Islande menant à la mi-temps contre le Brésil à la Coupe du monde de football. On s'amuse immensément. Tomori ne parle pas un mot d'anglais, et même s'il le faisait, il ne comprendrait probablement rien à l'accent écossais de son caddie. Ni l'un ni l'autre n'ont étudié l'espéranto. Ils ne peuvent communiquer que par gestes. Et ça marche. Il réussit un 5e birdie à un score de 68 et il termine co-leader avec 2 autres joueurs. La conférence de presse de Tomori n'a pas donné grand-chose car peu de journalistes comprenaient ce qu'il disait et plusieurs d'entre eux étaient partis à la recherche d'une interview avec une légende. Arnold Palmer n'avait pas l'intention d'être ici du tout. Il avait fait son discours d'adieu à l'Open de 1990 à St Andrews, mais il n'avait pas pu résister. Palmer explique qu'il s'agit d'un tournoi tout à fait spécial pour lui, qui lui rappellera de nombreux souvenirs, de bons souvenirs. Palmer était venu ici pour la première fois en 1960, lorsque le petit train venait encore de Lucas Junction. Et la première chose qu'il avait faite avait été d'engager les services du chef des caddies locaux, Tip Anderson. Anderson se souvient du jour où il le rencontra pour la première fois. Le vent soufflait environ 100 km à l'heure et il était très difficile de jouer sur le terrain. Et Palmer joua très mal.